Ouais, c'est possible. Ah, puis c'est pas une exception non plus, parce qu'on l'a fait au Crédit Mutuel, au CIC, on l'a fait ailleurs, quoi. Donc, dis pas tout. Tu vois les loyers rentrés, tu te dis, ah mais en fait c'est vrai, ça fonctionne vraiment, c'est pas juste dans les vidéos. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, bon allez, je peux vivre de mes revenus locatifs ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait fait un concours. On invitait une personne à rencontrer Timothée, Charles et moi. Le gagnant, c'est Joris. Joris que vous allez découvrir dans une vidéo. On s'est dit que c'était intéressant de faire un podcast en fait avec lui, puisqu'il avait pas mal de choses à nous apprendre. Il fait également de l'immobilier, donc ça a été un échange qui était très plaisant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, mais également Foncière Orion, pour rater aucune actualité. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je tiens à vous remercier. On grossit et ça fait vraiment très plaisir et ça donne beaucoup de force. Allez, bon visionnage, à très bientôt. Les gars, merci pour l'invitation encore une fois dans le studio aujourd'hui. Avec plaisir. on s'est un peu serré pour être tous autour de la table. Ouais, exactement. Pour les Ça fait les frères Dupont là, vraiment, c'est ridicule. On vous représente pas, tout le monde vous connaît maintenant. Et Joris, qui est avec nous aujourd'hui, merci beaucoup de ta présence. Bah, merci de m'accueillir. Est-ce que, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux nous faire une petite présentation rapide un peu de ton parcours dans les grandes lignes, que ce soit pro, perso, et puis IMO, bien sûr, ce qui va nous intéresser. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup des gens qui me connaissent pas. Ouais. J'ai un master en intelligence artificielle, donc c'est ma formation de base. Je fais un bachelor en maths pur, puis un master en IA. Toi, t'as quel âge, Joris ? J'ai 28 ans. 98 ? Oui. C'est un bon cru, ça. Et puis j'ai commencé à acheter des biens IMO, et puis en fait je suis tombé dedans, quoi. Ok, donc Et... salarié de base après ton master, alors du coup ? Non, j'ai jamais été salarié. Ok. J'ai monté ma boîte, boîte de prestation de services en IA juste après mon master. Et puis j'étais un peu frustré de rien construire, quoi. Ok. C'est-à-dire que tu faisais une mission après l'autre et puis tu avais un client, puis une fois que c'était terminé, il fallait recommencer à zéro, quoi. Alors, question qui va peut-être te paraître bête de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce secteur-là. Quand tu sors d'études, tu as fait quelques stages, je suppose, pendant ton master. Ouais. Comment tu fais pour trouver un client en tant que prestataire dans l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le réseau, des gens que tu connais ? Bah, y a un peu de ça. Il y a des plateformes qui sont pas mal. Il y a Malte. Ok. Je sais pas si ça te parle. Ouais, C'est de nom, ouais. C'est une plateforme pour trouver des freelances, trouver des prestataires dans toutes sortes de domaines, hein, même des monteurs, des cadreurs. Ouais, community manager, enfin de tout. Sachant que toi, tu étais précurseur, parce qu'on n'a pas précisé l'année de ton master, mais il n'y avait pas encore ChatGPT. Alors, mon ChatGPT est sorti pendant ma deuxième année de master. Ouais. Ok. Donc j'étais vraiment sur la vague au moment. Ok. C'était quoi, 2022-2023, tes débuts 2021-2023. Ouais, donc bon timing. Et puis voilà, ça a un peu fonctionné. Puis au bout d'un moment, je me suis séparé de mon associé parce que pas les mêmes envies. Et en parallèle, j'ai commencé à acheter des biens en immobilier. Et puis, comme je disais, je suis tombé dedans, quoi. Ok, ça marche. Une question aussi qui va peut-être te paraître bête, mais premier dossier, tu as une activité d'indépendant, peut-être pas encore forcément de bilan. C'est le truc qu'on entend toujours, je sais pas si on vous l'a déjà sorti aussi. Il faut les 3 premiers bilans, le à classique. chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, oh, j'ai pas 3 bilans, je peux pas, ou je suis en auto-entreprise, je peux pas. Il y a un peu cette croyance limitante. Et c'est vrai que certains conseillers bancaires, petit clin d'œil, s'il y en a qui nous écoutent, ne nous aident pas forcément pour ça, je trouve. Parce que souvent, ils disent non, c'est rideau, c'est impossible, etc. Puis en fait, quand tu creuses, peut-être que c'est possible, on peut peut-être vous accompagner, même s'il n'y a pas les 3 bilans. Toi, ton retour d'expérience par rapport à ça ? Bah, j'avais de la chance, j'avais un pécule de départ, donc c'était plus facile. Mais effectivement, voilà, quand tu représentes un projet aussi qui est solide, que ton taux de loyer par rapport à tes revenus, tes charges est intéressant, il y a un moment où voilà, ils arrivent à te suivre. Surtout pour un premier dossier. Ton premier dossier, dans les grandes lignes, si tu dois faire un peu les statistiques, c'était un immeuble, un appart, un local commercial Alors c'est drôle parce que je cherchais un studio ou un T2, je me suis dit au début. Et puis, pour tester un peu. Évidemment, tu veux commencer doucement. Ouais. Et puis je visite et en fait l'agent immobilier me dit au même étage de la même copro, elle vend un studio, puis elle en vend un deuxième aussi. Si vous prenez les deux, il peut y avoir un rabais, tout ça. Donc. C'était le destin là en fait. Ouais. T'étais obligé. Ouais, Il les agents t'excite. immo, L'agent quand il faut immobilier vendre, t'a excité. quand il faut vendre, ils forcent un peu le destin. C'était où ? C'était au Creusot du coup ? C'était au Creusot. Ouais. L'avantage c'est que ça coûtait 4 € le studio, C'est ça. 4 € le studio. On était à 12 centimes le mètre carré. Ouais. Donc ça... Tu t'es dit allez, mettons 20 €, soyons fous. Mais t'habites pas très loin de là-bas, Ouais. donc du coup ça se goupillait bien, c'était une ville que tu connaissais, marché à peu près, je pense, tu savais combien ça se louait, tout ça. Alors C'est ce qui t'a mis en j'ai confiance, fait mon je pense. étude, puis avec le Bon Coin, avec d'autres outils, t'as quand même de quoi faire. Puis voilà, on avait une bonne rentabilité, on avait 55 000 € d'achat, 5 000 € de travaux pour faire les cuisines, et puis on louait ça 700, un peu plus de 700. Les deux. Les deux, ouais.
Ouais, donc c'est pas mal. Donc, ça c'est te pas sort mal. une renta, combien de renta brute locative? Voilà, de tête, faudrait faire le calcul. Charles Arthur va Attends, nous j'appelle faire. Charles Arthur. Peut-être 13-14, ouais. Je tape sur la calculette. Pas Ah, loin, 13, ouais, 14, donc une très belle renta, ça se loue bien en plus la vie là-bas. Ça se loue bien, sauf l'été, puisque ils partent souvent en juin, mais au final, tu mets ça en Airbnb l'été, puis ça tourne. Dans une résidence étudiante, Ah ouais, avec 70 logements, puis ça tournait très bien. Parce Ok. que tu as des usines à côté, il y a Framatome. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as tout. Ouais, Et en fait, enfin, tu as un des beau gens qui bassin cherchent un industriel, 17 mètres carrés pour passer quelques jours parce que c'est pas cher. Bien sûr. Ouais. Parce que Ouais, tu bien vois, sûr. nous, le Creusot, on a fait quelques acquisitions là-bas, notamment des clients qui ont acheté un immeuble. C'était un T3 qu'on relouait et franchement, j'ai pas eu une demande locative non plus énorme ou quand j'avais des gens, c'était pas hyper quali. Et en fait, tout le monde m'a dit, le Creusot, faut plutôt faire des petites surfaces plutôt que des grandes. Les grandes, l'avantage, c'est que les gens, ils restent, mais par contre, au moment où il y a de la mobilité, bah, t'as un peu une vacance locative qui peut être assez importante, quoi. Et ça, je l'ai appris, du coup, en travaillant un peu là-bas. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi il y a des profils particuliers au Creusot. Enfin, c'est un niveau de vie un peu moins élevé Premium, que Beaune, que la Chalon. socio-économique plus, voilà. c'est des gens qui travaillent dans l'industrie, qui sont ouvriers bien souvent. Ouais. Il y a un peu moins de cadres et de choses comme ça. Donc ça modifie un peu ton marché immobilier par effet de conséquence. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal pour la renta bien souvent. Ouais. Mais là, on est sur des étudiants, donc c'est papa-maman qui Ok. payent l'appart, qui viennent faire Ouais. le ménage quand Il y a une c'est fac état de des lieux. sport quand même. Il y a STAPS. STAPS. Il y a, faut pas que je dise de bêtises, mais il y a l'Université de Bourgogne qui est à côté. Ouais. Il y a un IUT. Il y a un IUT. Il y a un lycée en BTS. Enfin, franchement. Ouais, donc il y a du job. Ouais. ouais. Après, tu vois, on avait eu le cas sur. On voulait faire un sorte de projet de marchand là-bas. Vu que le prix au mètre carré est tellement peu élevé qu'à partir du moment où tu dois injecter les travaux, bah, en fait, c'est super difficile de ressortir gagnant sur un projet Ouais, de mais marchand. une plus-value, ouais. Faut y jeter. T'es flat à la limite, mais en Ouais. attendant, ton crédit se paye. Je veux dire, C'est ça. t'as une rentabilité sur le capital qui est quand même super cool. Oui, par contre, tu as des rendements que tu ne peux pas trouver dans d'autres villes, notamment à Chalon ici, où c'est plus difficile de Un trouver peu du plus sport, 13-14% de rendement. Quoi. Donc tu commences par 2 appartes. Mm. Ok. À ce moment-là, tu te dis, bon, il y a l'air d'avoir un truc, ça a l'air de marcher. Quelle est l'étape d'après pour toi? Bah, comme beaucoup d'investisseurs le disent, tu vois les loyers rentrer, tu te dis ah mais en fait c'est vrai, Ouais. ça fonctionne vraiment, c'est pas juste dans les vidéos. Et tu bossais encore à cette époque-là, hein. Ouais. Et puis je me dis bah, c'est chouette, j'ai fait 2-3 petits travaux, mais j'aimerais faire des travaux plus importants. Et donc là je trouve un endroit où je pense que le prix au mètre carré était encore plus bas qu'au Creusot. Ça existe. C'était à Monsny, On juste te à paye côté, pour acheter. juste à côté du C'est Creusot. limitrophe, ouais. Ouais. Ok. Et là j'achète un T2 40 mètres carrés pour 17 700 €. Ah ouais. Alors il y avait des travaux à faire, hein, mais Ouais. Et là, du coup, tu payes un pourcentage de frais de notaire qui est abusé parce qu'il y a un Ouais. minimum sur les frais de notaire. Ouais. Le notaire, il doit arriver, il fait wow. Vraiment. Alors oui, en valeur absolue, c'est petit pour Il lui. part pas en vacances avec ta vente, hein. c'est sûr. Ok. Et donc là-dessus, ouais, les frais de notaire dérisoires, même si en proportion c'était Ouais. beaucoup. Et je mets 32 000 € de travaux dedans, donc ça fait un projet à 50 000, quoi, on va dire, plus Ouais. 2-3 frais. Et là, on en sort 500 € par mois, quasiment. Ah ouais, donc propre. Pareil, un bon projet aussi, et ça c'est loué tout de suite. L'appart il est refait nickel, donc ça c'est chouette. Et tu l'as encore. Mm. Ok. Du coup, à l'époque, tu avais des taux qui devaient être assez intéressants. Donc, ça a commencé quoi? C'était Moi c'était fin 2024, donc c'était déjà bien ça élevé. avait déjà monté, ok. Ok, donc fin 2024. Deal d'après. Bah, ça fonctionne à la fois sur du studio, sur du T2, j'ai géré des travaux, donc je vois un peu ce que ça donne. Je me dis, T'as bah, mis tiens, la main à la pâte ou pas? Non, Ok. non, j'ai fait faire. D'être premier. Ouais. Oh, qu'est-ce que t'es intelligent. T'es bien plus intelligent que nous. Bah, j'avais l'expérience de tous ceux qui avaient dit qu'ils l'avaient fait et qu'ils le regrettaient, quoi. Ouais, moi aussi, mais je l'ai fait quand même. Ah, Plus- mais je l'ai quand même fait plus malin parce que que tout je le me monde. suis dit, ah, mais moi, Non, mais je moi, suis- ça va, Non, je moi, vais y ça va arriver, le moi, faire. ça va le Il faire. y a des conneries, il faut les faire soi-même pour savoir que t'en es. Hein. C'est vrai, On peut c'est te vrai. le dire 10 fois, tant C'est que tu vrai. l'as pas fait, tu le sais Je vais pas. refaire tomber un mur porteur, tu vois, par exemple. Moi, ça, j'ai fait. Ah ouais, ouais. Voilà, je savais pas. Il était pas porteur d'après l'architecte. Quand je l'ai enlevé, je dis, oh, à mon avis, il portait quand même un peu celui-là. T'étais en copro? J'étais en copro. Ah ouais, ça c'est pas bon par contre. Non, ça c'est. C'est à la limite quand t'es ça chez s'est toi. passé, hein, on a géré le truc et tout, Ouais. mais. Et en fait, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est assez folle. J'achète un rez-de-chaussée, vue sur la Saône et tout. Bel appart. L'agent immobilier me fait hésiter. Il me dit, bon, là, monsieur Moirou, là, moi, je serai vous. Je fais tout tomber, là, tout. Les murs, les cloisons et tout. Mais il y a rien de porteur L'immeuble. ici, monsieur l'agent. Non, il n'y a rien de porteur, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, etc. Bon, moi, je regarde, c'est des murs en briquettes et tout. Et en fait, dans les vieux immeubles, il faut savoir que les murs en briquettes deviennent porteurs par le temps, même s'ils ne se font pas forcément partie de la structure porteuse. Et ici, piège, c'était pas les murs en briquettes qui tenaient une partie de la poutre qui traversait mon salon, du coup, mais c'était les montants en bois des portes d'époque. Qui en fait, la poutre s'était un peu affaissée dessus. Et moi, quand j'ai enlevé la porte, et ben en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais la poutre, elle a repris sa flexibilité initiale. Donc, ça a fait descendre le plafond de la voisine de dessus de 5 cm. Sauf que elle, c'était que de la plâtrerie, les murs. Donc, quand le sol descend de 5 cm, ça a tout arraché, ça a fissuré en toile d'araignée partout. Mais partout. Et là, elle t'appelle, elle est pas contente, hein. Et toi, t'es comme un con, parce que je dis, mais je comprends pas, c'était pas porteur. Je dis, quand tu rentres dans son appart, tu fais, oh putain, le con.
C'est toi qui l'as cassé le mur porteur ou c'est un artisan? C'est moi. Non, c'est toi. Ah oui. Ah, t'as fait les travaux toi-même, quoi. J'ai pas fait les travaux moi-même, j'ai fait la démolition. Ouais. Bah, souvent, la démol, c'est un poste qui est cher et qui demande pas un savoir-faire. C'est ça. Ouais. Et du coup, t'as tendance à vouloir le faire. Ouais. Et du ça coup, peut. Ouais. Donc, du coup, t'en es sorti comment de l'histoire? Eh ben, assurance, indemnité pour refaire son appartement à elle. La copropriété qui était gérée par un huissier de justice a mandaté un expert en bâtiment qui est venu, qui a pris la portance de la poule, qui a fait plein de mesures, etc., qui a établi un rapport en disant il n'y a aucune instabilité dans le bâtiment, aucun problème pour moi. Donc aucun problème, simplement, voilà, maintenant elle va plus bouger, mais simplement il faut. Ils m'ont pas demandé de mettre un poteau ni quoi que ce soit, hein. Rien du tout, juste voilà, la poutre a bougé, elle a bougé. Donc mon assurance a indemnisé les travaux du locataire du dessus. Au titre de ta responsabilité civile. Oui. C'est pas ta PNO comme dans un dégât des eaux là. Non, parce que c'était ma résidence principale. Ah ok, d'accord. Ok. Ouais, mais c'est aussi une action de ta part, tu vois. C'est pas oui, tout à fait. Et c'est moi qui ai fait la démolition. Ok. Ouais, tout à fait. Ouais. Et l'assurance a pris une grosse partie en charge ou... Tout. Ah oui. Ouais, tout. Faut être copain avec son assureur. Ouais, c'est ça. Ok, donc trop cool. À ce moment-là, donc t'as fait, on a dit, les 2 studios, le T2. Étape d'après. Bah, je cherche un immeuble avec des travaux, je me dis si on pouvait être en monopropriété ce serait chouette. Et puis pas de peau, je trouve un immeuble qui est rentable sans travaux. Et donc j'ai été obligé de l'acheter. Ok. Et donc là, rien à faire et il était rentable dès le premier jour, quoi. Ok, trop cool. C'était un vendeur qui avait dû expulser quelqu'un qui squattait, qui avait fait plus ou moins une cave dans son rez-de-chaussée. Et donc c'était assez compliqué, je pense qu'il en avait un peu marre aussi. Et donc il a mis à un prix correct. J'ai un tout petit peu négocié mais pas tant que ça, puis c'était rentable en fait tout de suite. Ok, trop cool. Et là on est à un quart d'heure de Chalon. Pardon ? Sur le bon coin, du coup, tu l'as trouvé Non, c'est un agent qui a dû me le proposer, je pense. Okay. Avec ces 3 premières opérations, de tête comme ça, est-ce que là, tu travaillais encore à cette époque-là ? Enfin, tu avais déjà ta boîte de conseil ? J'avais ma boîte à côté, oui. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, tu l'as plus ? Non. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, bon, allez, je peux vivre de mes revenus locatifs, vivre de mon immobilier et devenir un salaud de rentier comme tu es aujourd'hui, comme vous aussi un petit peu, vous êtes un petit peu. Ouais, on a la chance de travailler par plaisir. Ouais. Tu as mi-temps entier. Ouais, à partir de quel moment tu t'es dit, allez, je fais la bascule et j'y vais ? Je pense après le premier immeuble. Ok. Parce que tu commences à passer à l'échelle, ouais. Tu commences à passer à l'échelle, tu commences à avoir plusieurs logements d'un coup, tu te dis, si j'en ai 4, je pourrais peut-être en avoir plus en fait. Le souci après c'est le financement et puis c'est ta compétence à gérer les travaux. Mais en fait tu te dis que tu peux aller plus vite, plus fort, quoi. T'as acheté en perso à cette époque-là ? Non, j'étais en SCI déjà sur l'immeuble. Les 2 premiers étaient en LMNP. En SCI. Quelle durée, les durées de crédit que t'avais fait ? 20 ou 25 ans. Ah ouais, même 25 ans en SCI. Putain, c'est rare ça, non ? Ouais. Non, on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Il y a un client. Ouais, j'ai des clients qui le font. Ouais. Moi, j'ai jamais réussi à faire, je crois. À la banque postale. Ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo, mais qu'ils nous contactent s'ils sont intéressés. Ouais, alors que c'est pas une banque avec laquelle il y a forcément beaucoup d'investisseurs qui travaillent. Ils ont une banque privée, à ce qui paraît, qui est pas mal, qui s'appelle Louvre-Banque. C'est la banque privée de la banque postale. Il travaille avec le conseiller de la Louvre-Banque. On va peut-être avoir un financement chez eux. C'est vrai ? Ouais, ils proposent des choses intéressantes, des hybrides entre une ligne in fine, une ligne amortissable. C'est un peu plus sophistiqué que ce que tu as en banque classique. Bon, pour l'instant, rien n'est fait, donc on verra plus tard, mais c'est ce qu'on regarde. Ouais. À cette époque-là, quand tu finis ton premier immeuble, en termes de cash flow, tous les mois, tu tournais à peu près à combien ? Tu te rappelles ? Là, de tête, c'est dur. Il y avait, j'étais à peu plus, près, hein. J'étais à 2003 contre 1007 sur l'immeuble. Donc 2003 de revenus pour 1007 de loyer. Donc 500. Ouais. Et puis ensuite, j'avais 750 sur les 2 studios pour 430. Donc 300 en plus. Et puis 330 de mensualité pour 500 sur le T2. Ouais, donc ça te faisait 1200 balles de cash flow par mois. Ouais. Desquels il faut sortir les charges, tout ça. Et puis t'en as un ton immeuble il est quand même dans ta SCI, du coup comment t'arrives à te rémunérer de la SCI sur ton perso ? Bah là-dessus le but c'était de pas sortir les... Ouais, c'était vraiment pas de... Donc t'as vécu sur tes économies, c'était ça la stratégie un peu sur l'argent perso qui permettait de vivre, quoi. Et comment t'as fait ? Ça a été quoi le move derrière pour arriver à réemprunter malgré que tu n'avais plus de revenus actifs qui rentraient ? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà mis beaucoup de sous de côté, que tu n'avais pas beaucoup de charges ? Est-ce que c'était quoi ton truc ? Il y avait une partie de ça, puis moi je cherche que des biens qui s'autofinancent un minimum, quoi. Donc en fait quand les projets sont rentables, alors dans la limite des taux d'endettement, dans la limite de même si on peut passer outre la taille du projet, voilà. Okay. Il y a des freins quand même, mais quand le projet est bien rentable, t'arrives plus ou moins à te le faire financer avec plus ou moins de difficultés, mais globalement c'est plus faisable, quoi. Alors quand t'arrives que t'achètes à Lyon et puis que t'es à moins 300 par mois, à les faire financer c'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas. Ou moins reproductible. Bah après nous c'est vrai que tu vois, pour le coup on a fait comme ça, on a investi dans des villes de taille moyenne qui étaient plus rentables. Ça peut laisser de l'espoir aux gens, c'est que quand on a vraiment emprunté fort, on était au chômage pour création d'entreprise et il y a des banques, on va pas citer que la banque postale, et la banque populaire nous a financé quasiment 1 million d'euros en un an alors qu'on avait un statut
chômeurs, entre guillemets, même si on avait déjà fait de l'immobilier avant, et on n'avait pas de 3 bilans, on n'avait rien, quoi. On n'avait vraiment rien. Et en quelques mois, ça l'a fait. Donc c'est vrai que vous avez eu la sympathie peut-être du directeur à cette époque-là, de la pitié. La pitié. C'est beau, hein, c'est mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Alors, c'est peut-être des anecdotes. Au final, si jamais on prend dans la masse, mais comme quoi ça se fait. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est pas une exception non plus, parce qu'on l'a fait au Crédit Mutuel, au CIC, on l'a fait ailleurs, quoi. Donc, t'inquiète, il en reste. Mais ouais, sans vendre du rêve et dire tu peux acheter même au RSA avec 0 apport, machin. Il faut amener des choses aussi dans la balance, quoi. De dire on va domicilier certaines choses. Et oui, on est créateur d'entreprise, mais en fait, elles tournent déjà. Et du coup, puisqu'elles tournent déjà, on peut mettre de l'apport et ainsi de suite. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire si on a les bons arguments. Et puis il y a la manière de présenter le dossier aussi. Quand tu arrives, que tu sais un peu. Tu prétends que tu sais de quoi tu parles, ou du moins que le banquier a l'impression que tu sais de quoi tu parles. On parlait tout à l'heure de la manière dont tu es habillé, la manière dont tu présentes, la manière dont tu arrives avec ton dossier. Full costume chez la banque ? Non, pas tout le temps, mais jamais en survêt de basket, quoi, ça c'est sûr. Ok. Grosse TN. Votre avis par rapport à ça, sur la tenue et tout, c'est un truc... J'essaye de mettre des chemises. Mais tu prêtes pas forcément trop... Pas spécialement. Est-ce que quand tu te lèves le matin, que tu regardes ton dressing, tu te dis, bon, qui est-ce que je vois aujourd'hui ? Bon, vu que je vois lui, je vais m'habiller comme ça. Un peu quand même, tu vois, si je vais sur un chantier ou dans une cave complètement pourrie, je vais me dire, je vais mettre ces baskets-là, ou je vais mettre confort. un t-shirt. Mais après, moi j'aime bien, tu vois, prendre le contre-pied de ça en me disant, voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime dans mon métier, et que si je suis jugé à ma couverture, entre guillemets, tant pis, quoi. C'est pas grave pour moi, c'est pas, si c'est un coup d'opportunité, je suis prêt à l'accepter, parce que en fait, j'ai pas envie de me dénaturer, quoi. Je suis quelqu'un de nature et j'ai pas forcément envie de mettre de costume. Mais toi, Charles, je sais pas comment t'es un peu comme moi, je pense. Ouais, c'est pareil. Ouais, ça va dépendre effectivement de l'événement, mais par contre, la limite, c'est polo ou chemise que je ne possède pas de costume. Tu vois, voilà. Après, ce que disait Tim, c'est que peut-être pour nous, c'est pas forcément un gros effort d'enfiler un costume non plus. Parce que moi, j'aime bien ça. C'est aussi qu'on aime bien ça et que la moindre occasion suffit pour enfiler un costume, quoi. Joris, si on fait une photo, un état des lieux actuel à peu près de ton patrimoine, etc., en termes de valeur, de nombre de lots, tout ça, pour donner un ordre d'idée aux gens, ton parcours du coup d'investisseur a commencé en 2023. Et ben là, je suis à un peu plus de 2 millions de patrimoine brut en IMO, 2,2 millions je pense. Et la semaine prochaine, on sera à 40 lots. On en signe la semaine prochaine. Ok, trop cool. T'as tout fait tout seul ? Tu t'es associé un petit peu avec des membres de ta famille ? Ma femme a 25% sur la SCI, mais c'était pour avoir une profession libérale dans le dossier. Mais elle suit ça de très loin. Et elle te laisse gérer, ouais. Et elle subit les dîners où je raconte toutes les anecdotes immobilières, mais à part ça, voilà. Mais t'es là pour ça, t'es là par exemple toute la soirée, comme ça tu rentres chez toi pendant un mois, c'est bon, t'es tranquille. Nous, ça va vraiment nous intéresser. On fera pas comme ça, juste parce qu'on est poli. Ah ouais, franchement, c'est top la progression. En gros, 40 lots, félicitations, en 2 ans, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. On allait moins vite que ça. C'est propre. Oui, t'étais un branleur, c'est un J'ai eu un feedback il n'y a pas longtemps. J'ai un copain avocat qui est venu manger à la maison avec sa femme, ses enfants, enfin un repas entre 2 familles, quoi, on va dire. Et puis, je sais plus, on discute d'un de ses clients, professionnel de santé d'ailleurs, qui a eu la bonne idée de se dire moi, je vais exercer en société. Et je ne vais pas me verser de salaire parce que je ne veux pas me faire niquer par les charges sociales. Et je vais me verser 100% de dividendes. Moi, il me dit ça. Je dis, ouais, why not en soi. Il a le droit de ne pas se verser de salaire, travailler dans sa société et de se verser que du dividende. Eh ben non. Taxe Puma. C'est même pas par rapport à Taxe Puma. C'est que tu es obligé de te rémunérer un peu, c'était une boîte qui tourne. Exactement. C'est ce qu'on appelle un abus de droit. Et en fait, le mec a été redressé et on lui a demandé de payer l'équivalent des charges sociales sur une partie de ce qui s'était versé en dividende. Donc il m'a expliqué notamment ça, qu'en fait tu peux le faire, mais qu'en cas de contrôle, tu peux être requalifié en abus de droit, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez le droit de vous verser que du dividende, mais de ne faire que ça, on estime que vous avez un peu abusé sur la règle, donc on vous redresse. Du coup, il a fait une analyse dans son cabinet d'avocat, qui était un gros cabinet dijonnais spécialisé en droit de l'immobilier. Ils ont fait venir des experts, ils ont fait pas mal de conférences et tout, parce que vous savez que la flat tax a augmenté il y a peu de temps. Salaire versus dividende. Et en fait, quand ils ont fait le distinguo, alors à leur niveau de salaire à eux, qui est déjà confortable, etc., des 2 chemins entre payer l'IS sur ta société, puis ensuite payer la flat tax au taux où elle est aujourd'hui, ou alors se verser un salaire un peu plus important, avec cette augmentation de la flat tax, les calculs qui sont émis, alors je vous avoue que je ne les ai pas faits à titre personnel, commencent à dire que ça s'équilibre l'histoire. Oui, c'est kiff-kiff. Ouais. Tu as déjà tes 25% d'IS et par-dessus ça, tu dois payer ta flat tax sur ce que tu te verses. Ouais. Donc,
tu es à 50% assez rapidement, puis quand tu te verses un salaire, c'est à peu près pareil. En SASU, je crois que tu es à 87% de... si tu te verses 100, tu as 87 de charges par-dessus. Donc tu es à 50% d'imposition. Plus tes impôts sur le revenu. Oui, donc en fait, quoi que tu fasses, tu te fais toujours manger à la fin, quoi. Ouais, on avait regardé un peu pour essayer de piloter un peu la REM et voir comment on pouvait optimiser. Mais en fait, quoi que tu fasses, grosso modo, tu arrives à peu près toujours à la même fiscalité. On avait quand même pas mal tourné le modèle dans tous les sens. Ouais, c'est compliqué d'en perdre moins de 40-45%. Ouais. Et en fait, le truc qu'il faut distinguer aussi, c'est est-ce que tu es en SAS ou en SARL, ou alors pour les professions libérales, c'est CELARL ou CELAS. CELAS, mais c'est les équivalents. Et du coup, les gens qui sont en CELARL, ils sont aussi travailleurs non salariés, comme des gens qui sont gérants de SARL. C'est ça. Eux, ils n'ont pas les charges patronales comme un président de SASU, par exemple. C'est des cotisations sociales. TNS, où en gros tu payes, généralement dit 45%, mais en fait c'est si tu te verses 100, la boîte doit payer 45, mais en fait la vraie manière de le voir c'est de dire la société dépense 145 et toi il t'en reste 100. Donc sur la dépense de 145, la société a payé 31% d'URSSAF. Du coup là-dessus tu rajoutes ton barème de l'IR. Il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait j'avais fait un peu le comparatif en fonction des différents niveaux de rémunération, parce que le barème de l'impôt sur le revenu il est progressif. Mais le barème du TNS lui il est dégressif. Une fois que tu dépasses le plafond annuel de la sécurité sociale, donc c'est 40 et quelques mille euros, et ben en fait finalement là t'en as un peu moins. Donc c'est relativement linéaire finalement, et c'est peut-être un peu l'optimum, mais par contre quand tu es en SARL, t'as pas trop ce choix d'arbitrer entre dividendes et rémunération, c'est pas du salaire, c'est de la rémunération de dirigeant, parce que tu n'es éligible à la flat tax que sur du dividende s'il ne dépasse pas 10% de ton capital social. Donc en gros, si tu as une boîte avec 10 000 euros de capital, tu peux te verser que 1 000 euros de dividende pour être... Par an. Ouais, par an, tu fais bien de le souligner, oui. Pour être éligible à la flat tax. Sinon, tu ne l'es pas. Ça veut dire que tu peux pas. Mais du coup, c'est pas la même fiscalité, donc c'est plus intéressant. Donc, sauf avoir une SARL avec un très gros capital social, il n'y a pas trop de hack ultime, c'est vraiment au cas par cas. Et puis après, nous, dans nos métiers immobiliers où forcément, tu es obligé de montrer pas de manche auprès de la banque, tu as quand même tout intérêt en fait, à montrer que tu as quand même une rémunération qui est correcte, parce que le dividende, c'est pas considéré comme de la REM, et tu es vite bloqué en fait. Donc, nous, en tout cas, dans nos métiers dans l'IMO, tu es obligé un peu c'est obligé, si tu peux, c'est bien, mais tu es obligé de quand même te rémunérer correctement si tu veux emprunter. Moi, j'ai le cas en ce moment, tu vois, où j'aimerais bien acheter une résidence principale. Je suis quand même obligé de montrer un niveau de salaire assez important pour avoir la résidence principale dont j'ai envie. C'est aussi une mécanique un peu, en fait, si tu veux gagner sur l'aspect fiscalité au début, par contre, si le jour où tu vas emprunter, tu te prends le coup de bâton, quoi. Donc, bien sûr. Dans nos métiers, je trouve qu'on n'a pas trop cette problématique parce qu'en fait, tu es obligé de montrer pas de blanche au banquier et d'avoir le meilleur dossier possible, quoi. Et ils ont fait le calcul et a priori, eux, du coup, ils se versaient beaucoup de dividendes et puis finalement, ils en sont revenus et maintenant, ils se versent beaucoup de salaires. Parce qu'en faisant les calculs, ils se sont rendus compte que ça les aidait justement pour emprunter, développer le cabinet, acheter des murs, etc. Plus de se verser du salaire que du dividende. Alors après, l'astuce, je dirais, ultime quand même au début pour que la fusée décolle et qu'elle se mette dans la stratosphère, c'est d'avoir une boîte à cash, ce fameux système de holding. Tu fais remonter l'argent de tes fameuses SCI dans ta holding. Avec ta holding, tu te verses un salaire minimum, n'importe quoi, 1 500 € par mois par exemple. Et de rejouer, de réinvestir ta trésorerie, je pense que ça reste le truc dans lequel tu as le moins de fiscalité. C'est-à-dire qu'au lieu de payer de la fiscalité, tu achètes du patrimoine, notamment de l'immobilier. C'est un peu la méthode de Grant Cardone. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses vidéos aux États-Unis où lui il dit qu'en gros il faut se verser rien avant que tu puisses t'acheter avec 1 mois de revenus passifs une voiture par exemple. Il dit moi je me suis acheté une Rolls-Royce quand ça représentait 1 mois de cash flow pour moi. C'est bien, c'est prudent. C'est prudent. Ouais. Ça montre à quel point il a du cash flow, quoi. Ouais, c'est clair. Tiens, un tour de table. Quelles sont tes charges fixes mensuelles ? Comme ça, si tu dois dire je vais balancer un chiffre. Ma cote-part dans le foyer, c'est ça qu'on analyse. Je dirais 1300, 1500 €. Pas plus que ça ? Je pense pas. Ok. Aujourd'hui, j'ai mon appartement que j'avais en résidence principale sur Lyon que j'ai mis en location, donc j'ai un tout petit effort d'épargne. Ok. 100 € et après, je suis sur un appartement en location le temps de trouver ma résidence principale et on paye 700 € de loyer à deux. Donc, ok. Non, je dirais. Incluant les trucs pour les enfants et tout. Ouais. La crèche, le machin, le truc. Ouais, allez, peut-être 1500, peut-être aller grand max 2000. Ouais, c'est pas beaucoup. En gros, pour dormir, manger, pisser. J'ai pas de costume, donc déjà, t'imagines. T'as des costumes qui sont pas si chers que ça. Économie certaine. En gros, t'arrives à rentrer 2000. Ouais, je pense. Tu tournes, quoi. Tu vois, quand j'étais au chômage pour création d'entreprise, je crois que je touchais 2300 € net de chômage. Putain, c'est pas mal, oh. Attends, mais messieurs, j'ai cotisé fort quand j'étais cadre responsable financier chez Vinci. C'est pas forcément un critère. Tu peux cotiser fort et ne pas forcément avoir. Non, j'avais 2003, je me souviens. Et en gros, j'arrivais à économiser à peu près 100 balles par mois, tu vois. Donc, tu vois, je dois être autour des 2000. Et à l'époque, j'avais quand même 1400 € de mensualité d'emprunt, tu vois. Donc, je dois être à 1500 aujourd'hui. Toi, tu penses que t'es à combien ? Moi, je suis à plus. Je suis plutôt à 2500-3000. Ok. Voilà. C'est à cause des enfants, ça ? Surtout la résidence principale.
Ok, ça marche. Moi, je pense qu'on est autour de 2000, mais moi, c'est pour le foyer, je pense. Donc, Ah ouais, c'est très optimisé. Hein. Peut-être un peu au-dessus, peut-être 2005. Mais, pas que ta cote part, là, tu veux dire? Non, pour le foyer, ouais. Okay. Parce qu'en soi, on a la maison, donc on a les charges de la maison. Peut-être que je sous-estime un petit peu, mais pas de beaucoup. Mais après, c'est au niveau du foyer. Donc ma femme travaille aussi, donc ça rentre dedans, quoi. Ah, ça fait 1000 par tête, en fait. Ouais. Et on a un enfant qui est chat nourrice, donc c'est ça qui va représenter un peu. Et toi, Kim, rien que pour payer, le concierge du château, j'imagine que 2000, c'est le salaire mensuel. Je vais être un peu plus, 100 000. Ah ouais, au foyer ou juste toi, du coup? Moi. Ah ouais, putain, ouais. Ah, tu claques quand même. Bah, en fait, j'ai une grande maison, beaucoup de chauffage, ma voiture, la voiture de ma compagne, tu vois, un peu. La voiture, t'es en leasing ou t'as fait un prêt pour la voiture? Ouais, alors après, c'est une voiture de société, c'est une voiture de fonction, hein, mais j'inclus dans les charges fixes. Tout ce qu'il me faut, entre guillemets, pour manger, charges fixes. Ouais. Ça te demande d'avoir quand même une rémunération importante si tu veux pouvoir épargner et pouvoir du coup investir. Après, tu l'as peut-être fait dans l'autre sens, non? Tu avais une rémunération relativement importante et donc tu sais aussi que tu peux te permettre ces 5 000 par mois. Si tu étais au SMIC, tu réfléchirais différemment. Bien sûr, je le fais pas à perte. Non, je dirais que la maison, mine de rien, ça coûte cher. Moi, j'ai une maison, j'ai 1000 mètres carrés. Donc, mais par contre, j'ai vraiment la maison de mes rêves. Tu sais, tu as un peu des phases dans le milieu de l'investissement. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Moi, je suis plus dans une phase où, tu vois, j'ai fini mes études, je suis installé, tout se passe bien pour moi. Tu veux profiter, quoi. Ouais, franchement, plus qu'à une époque. Malgré que j'ai pas baissé mon taux d'épargne, parce que, mine de rien, tu continues continuellement d'augmenter tes revenus, etc. Notre histoire de cash flow, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des fois dans votre vie où le placement de ce curseur entre j'ai des ambitions, j'ai envie de développer mon patrimoine, j'ai cette volonté-là, elle a empiété un peu sur votre vie personnelle? Vous vous dites, ah putain, là, je l'ai peut-être blessé, j'y suis peut-être allé un peu trop loin. Moi, j'ai plein de copains, je veux dire, qui ne sont pas du tout intéressés par l'IMO, etc. Mais lundi, mercredi, vendredi, ils sont au rugby. Le week-end, il y a le match. Le dimanche, il y a le déplacement. Et moi qui travaille 2 fois plus qu'eux, quantitativement, c'est-à-dire qu'ils font 35 heures, moi j'en fais 70. Présent. Je vois beaucoup plus mes enfants et ma famille que eux, clairement. Tu viens de me décrire, je crois. C'est vrai? Ah merde. Je fais 4 entraînements par semaine de judo. Il l'a mis dans la sauce. C'est un sujet sensible, donc ça on coupera au montage. Non, je plaisante. Il n'était pas présent. Non, ça c'est l'intro de la vidéo. Ça. Moi c'était, tu vois, c'est marrant, c'était quand on était à Monaco pour la conférence de Yann Darwin. J'ai raté les premiers pas de ma fille ce week-end-là. Donc un peu chiant quand même. Et ça fait un truc? Ça fait chier, tu dis, tu sais, tu reçois la vidéo, ça a marché pour la première fois, t'étais pas là. Il y a pire, hein, on était à Monaco, c'était du travail, mais encore une fois, c'est du travail slash réseau. Mais tu te dis, t'as raté ça, quoi. Puis ça arrivera qu'une fois, du coup. Ouais. Donc, mais ça m'a un peu. Je m'en souviens. Des fois, quand je me dis, vas-y, je vais bosser jusqu'à 19h plutôt que d'aller la voir à partir de 18h, tu vois, je me dis, quand même, allez, profites-en parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. À la fois. À 3 ans, moi, c'est un peu, tu vois, tu fais des puzzles et tout. Intellectuellement, c'est assez limité, donc tu es content quand même d'aller au travail. Mais à la fois, le soir, tu es super content de la retrouver. Et ça a vraiment du sens, quoi. Tout ce que je construis, je me dis que ça a du sens. Globalement, je rigole sur le judo et sur le temps que j'y passe, mais je m'arrête de bosser à 18h, 18h30 et le reste du temps, je le passe avec la famille. Le samedi, c'est extrêmement rare que je travaille et le dimanche, c'est absolument jamais. Moi, je travaille à la maison majoritairement parce que mes bureaux sont à la maison. Donc, j'attends qu'elle parte avant de partir au travail. Donc, je prie... J'espère, ça me dira le contraire si elle regarde la vidéo, mais j'espère prioriser quand même, pas mal la famille. On enverra la vidéo dans 10 ans à ta fille et on verra ce qu'elle a. Vendu. Toi, Charles? Ouais, j'ai pas de souvenirs comme ça flagrants comme Antoine. Et en fait, j'ai l'impression que là aussi, si tu es à un stade dans ta vie où tu as besoin de travailler, où tu as besoin de développer, oui, bien sûr qu'il faut penser aux autres et avoir un équilibre, mais il faut aussi commencer par penser à soi avant de penser aux autres pour être bien dans ta vie et avoir un bon équilibre. Il faut pas avoir de frustration par rapport à ça. Par le passé, avec Antoine, on a bossé beaucoup et beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'on n'était pas staffé, donc on faisait tout nous. Et en fait, bien sûr qu'il y a des fois où c'était certainement une mauvaise chose d'être au travail plutôt qu'en famille, mais à la fois, c'était peut-être aussi des étapes nécessaires pour aujourd'hui avoir plus de liberté et demain encore plus. Et en fait, c'est des efforts que tu fais pendant une période courte de ta vie, mais qui par contre portent leurs fruits pour l'éternité, littéralement. Donc c'est un équilibre à perpétuellement entretenir. Tu peux pas avoir un setup genre lundi matin je fais ça, lundi après je fais ça et le soir j'étais à l'activité. Enfin, c'est plus bordélique que ça chez moi. Alors on est tous indépendants ici autour de la table, chef d'entreprise ou indépendant. Comment est-ce que toi, Joris par exemple,
qui en plus bosse de chez toi, tu gères un peu ton organisation personnelle pour à la fois rester motivé, rester dans le truc. Est-ce que tu te dis, non mais moi je me mets des horaires en fait comme si j'étais salarié et je fais un 9-18 tous les jours. Est-ce que tu fais feeling? Est-ce que tu bosses que quand il y a besoin et quand il n'y a pas besoin tu bosses pas? C'est quoi ton truc par rapport à ça? Déjà d'un point de vue logistique à la maison, avant le bureau était la pièce de vie, quoi, dans l'étage de vie plutôt. C'était une des chambres à l'étage de vie. Et là on a aménagé un bureau au -1 dans la buanderie. Et c'est vrai que ce fait de descendre les escaliers, d'aller au bureau et de plus être à l'étage de vie, oui c'est mon bureau, okay. Ça fait quand même une différence et ça permet de couper, mine de rien. De ne pas entendre la petite qui court dans le couloir. Voilà. Après c'est vrai que c'est assez dur à la fois pour la famille qui vient rendre visite ou même... avec ma femme parfois parce que effectivement t'es au bureau mais t'es juste à côté de la maison donc quand il y a besoin d'un coup de main t'es toujours un peu là mais toi t'es parfois tu peux t'en la lessive s'il te plaît. Ouais mais sans rigoler je suis à côté de la machine donc ça me parle. Quand elle tourne tu peux pas téléphoner. Ouais, je la coupe mais ouais c'est vrai qu'on se dit toujours mais t'es à la maison donc tu pourrais juste faire ça prend 5 minutes puis ça prend 5 minutes et en fait toi t'es en train de bosser et ça te coupe. Ça peut être source de querelle. Ouais c'est assez difficile, il faut s'organiser et bien se caler, se dire je suis à la maison mais je suis au bureau donc je suis pas là entre guillemets. Et ça c'est parfois difficile. Ouais. Toi, tu t'imposes des horaires? Oui, globalement, je me mets à travailler une fois que ma femme est partie, donc 8h15. Et puis je m'arrête globalement quand elle rentre, donc 18h, 18h30. Tu te cales plutôt sur son rythme ouais. Et qui est le rythme des enfants? Oui, parce qu'elle les emmène chez la nourrice et elle les ramène. Okay. Mais sachant qu'elle a peut-être une demi-heure pour aller au boulot, ça me permet de quand même caser des... En fait, elle part avant moi, mais je me mets au travail avant elle, quoi. Parce qu'elle a une demi-heure de route. Oui. Et comment là-dedans tu gères les contraintes de fin d'après-midi où parfois il y a un immeuble intéressant, mais il faut le visiter en fonction des dispos des locataires. Et puis le locataire, il rentre du boulot qu'à 19h, donc il n'y a qu'à ce moment-là que tu peux le visiter. Ou l'agent IMO qui va te rappeler en fin de journée. Tu arrives vraiment à couper en fin d'après-midi, à te dire tout ce qui se passe après 18h30, ça sera demain matin 8h30 et pas autrement. Alors, ou tu déroges, comment tu fais? J'ai un téléphone pro, un téléphone perso, via une application sur mon téléphone. C'est ouvert entre 9h et 18h. Donc les locataires savent qu'après 18h, ils peuvent plus m'appeler. Donc il y en a qui sont parfois mécontents, mais c'est coupé. Donc ils râlent le lendemain et je leur explique. Je te dis pas que parfois j'ai pas un coup de fil où il faut que je réponde, c'est un agent IMO. Mais ça, tu prends 5 minutes sur le temps où tu es en train de nourrir la petite et c'est ma femme qui va prendre le relais. C'est pas pareil que de bosser jusqu'à 20h tous les soirs et de jamais être là pour donner le bain, quoi. Et t'arrives psychologiquement à couper, genre à 18h00, tu vas pas, tu coupes et tu vas jamais aller voir ton téléphone pro. Enfin, sur l'appli, jamais t'es tenté. Quasiment non, quasiment jamais. Parce que, en fait, je considère que la vie de famille est quand même primordiale et passer du temps avec ta femme, avec ta fille, c'est quand même le plus important. Et franchement, il y a 99% des raisons pour lesquelles les personnes t'appellent le soir qui pourraient être gérées la journée. Voilà, les vraies urgences, il y en a très très peu. Il y en a un qui m'a dit une fois, si l'immeuble il est en feu, comment je peux vous appeler? Et j'ai dit, en fait, si l'immeuble il est en feu, vous appelez les pompiers, c'est pas moi que vous appelez. C'est une bonne remarque. Et globalement, ça peut se gérer la journée dans une grosse partie des cas. Une fois, j'avais eu un cas dans une coloc où ils m'ont appelé genre à 22h parce qu'il y avait un tuyau qui s'était littéralement débranché du chauffe-eau, genre l'alimentation d'eau. Donc ça commençait à monter, mais à coups de centimètres dans l'appartement. Alors c'est pas un immeuble, c'est un appartement en copro, mais en plus c'est du plancher bois avec du chauffage au sol en dessous. Ah merde. Et je me suis dit, mais imagine, tu sais, des fois ça peut arriver de se coucher tôt, j'aurais pu dormir, et puis c'est des petits jeunes, donc eux, je sais pas ce qu'ils allaient faire, mais en tout cas, s'ils m'avaient pas au téléphone, je sais pas. Le doigt dans le tuyau. Au bout de combien de temps il y aurait eu. Partie, je pense. Non, parce qu'en vrai, d'ailleurs, si au passage, si ça vous arrive, appelez les pompiers, ils ont une clé de manœuvre, donc il y a des bouches à clé sur la route, c'est des petits trucs en fonte qui soulèvent et puis ils peuvent couper l'eau à tout l'immeuble, donc tout le monde va râler, mais au moins ça évite que le truc soit noyé. Si tu le sais pas, en fait, tu te dis je vais appeler les pompiers pour une fuite d'eau, pas forcément très intuitif. Et là, en l'occurrence, je me suis dit putain, mais heureusement, alors ça arrivait 2 heures plus tard, j'étais couché dans tous les cas, je dors et mon téléphone il est quand même en mode avion la nuit, mais par contre, j'étais content sur ce moment-là de me dire je peux régler le problème et je lui ai dit coupe l'eau, j'y suis allé, on a vu ce qu'il fallait faire, mais effectivement, 99% du temps, ça peut attendre le lendemain, mais c'est pour ce 1% du temps où, tu vois, moi j'arrive pas à couper complètement. Donc, post-scriptum, c'est ma position au jour J, et peut-être que dans 2 ans, ce sera complètement différent. Dans 2 jours, il a une fille de malade. Ah bah non, c'était 18h04. Appelez Charles. Ah mais psychologiquement, j'arrive pas à couper. J'ai toujours besoin de savoir ce qui se passe, quoi. Même quand je suis en vacances, tout quoi. Mais c'est pas un inconfort pour toi? Si c'est pas le cas, je vais avoir du mal à dormir. Tu peux y passer 30 Ouais, ça me dérange pas d'y passer 45 minutes, 1 heure. Pour torcher le truc et repartir bien le lendemain, quoi. Moi, j'avoue que je fais zéro différence entre ma vie pro, ma vie perso. Le truc de dire à 18h j'arrête et se bascule sur la vie perso et j'ai les 2 téléphones, tout ça. Moi, j'avoue que j'ai pas ça. Ah mais toi, parce qu'en même temps, déjà, tu travailles avec ta femme, donc déjà, forcément... ça change beaucoup de choses, bien sûr. Alors après, on est sur une volonté familiale, travailler en famille, etc. Donc... c'est pour nous, pas que pour moi ni que pour elle, c'est vraiment pour nous. Je suis un gros bosseur, je fais des grosses amplitudes horaires, je commence très tôt le matin. J'essaie d'être rentré à la maison pour 18h30, 19h, c'est pas toujours le cas, mais quand même assez souvent. Je profite beaucoup de mes enfants le soir, vraiment sans problème, le week-end aussi.
Là, tu commences tôt par contre. Souvent le matin, je vois tes stories, je suis encore dans mon lit, tu vois. Je me dis, je commence tôt quand même. Par contre, tu travailles au bureau, mais t'es à 5 minutes, non? C'est ça? Je suis à 5 minutes de chez moi, le cabinet médical où je bosse, à 5 minutes de chez moi. Donc, vous en pensez quoi de ça? Moi, c'est pas possible parce que c'est pas du tout son truc. Elle est kiné, elle est excellente kiné, elle est passionnée par ça, elle adore. Elle aime beaucoup aider les gens, mais voilà, dès qu'il faut, quand on parle de loyer, d'aller chercher un locataire pour faire en sorte qu'il paye, ça, ce serait pas du tout possible pour elle. C'est ta mission, ça. Voilà, ça c'est plutôt ma mission. Et ça l'intéresse, je pense pas plus que ça. Elle est branchée dans son truc. Elle aime bien aider une personne, prendre du temps, une demi-heure avec un patient. Voilà, c'est vraiment son truc. Je pense qu'elle aurait du mal aussi à faire ce que je fais parce que ça l'intéresse pas du tout, quoi. Et est-ce que tu estimes que vous êtes chacun sur votre bateau et chacun votre bateau fait un bateau commun, où il y a vraiment quand même une notion de si elle a des difficultés au travail, tu vas aller l'aider, et si toi tu as des difficultés avec tes locataires, est-ce qu'elle peut être ton suppléant? Oui, à la marge elle pourrait le faire, mais moi je peux pas aller masser un patient à sa place, tu vois. Ouais. Et elle d'un autre côté, elle connaît pas trop les locataires, elle connaît pas le. Donc en fait on a d'autres bateaux sur lesquels on est ensemble. Ok. Et sur le bateau du travail, on est content de nous raconter, chacun nos histoires. Chacun a son bateau. Mais chacun a son bateau. Ouais. Ok. T'arrives à parler d'autre chose que du boulot à la maison? Ouais, je parle très peu de boulot à la maison. Ah oui? J'en parle quasiment jamais. Parce que moi, comme ça me passionne, le soir, je rentre. Non, j'ai qu'une envie, c'est d'y raconter. J'ai appris à fermer ma gueule. Parce que Et elle t'écoute ou elle t'écoute pas trop? Ouais. Mais c'est parce que ça fait que 2 ans finalement. Oui, c'est sûr. Puis je pense que ça lui va bien aussi. On en parle à chaque fois. Mais elle voit des patients toute la journée. Alors, comment vous allez? Alors, comment ça se passe? Et le soir, elle est bien contente aussi de ne pas avoir à parler en plus. Donc, moi, je parle. Ça lui va très bien. J'ai parlé à personne de la journée. Elle a parlé à plein de gens de la journée. Donc, ça lui va très bien de ne pas parler, quoi. Ouais, il y a un équilibre qui se crée comme ça. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est cool de quand même. Tu vois, c'est cool dans l'asso, c'est que tu peux partager ça avec quelqu'un. C'est vrai que toi, t'as pas grand chose à partager. Après, ça peut venir. T'es pas associé pour la vie, quoi. Donc là, on fait ça. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un d'autre qui sera intéressé pour rentrer dans une foncière. Et puis voilà. T'avais envie de nous partager autre chose, un ultime conseil de la fin pour les gens qui vont regarder la vidéo, qui se diraient putain Joris, sa vie elle me fait rêver et tout, j'aimerais bien aller au niveau où il est aujourd'hui sur tous les aspects qu'on a évoqués ensemble. Si tu avais un conseil, un truc un peu ultime. Ils connaissent pas tous les aspects de ma vie non plus. Hein. C'est vrai. Ce que tu as dévoilé. Non, écoute, le conseil bateau, c'est de passer à l'action, donc on va éviter celui-là, mais essayer d'être une personne droite et juste. Parfois, alors ça fait très péteux de dire ça, hein, mais parfois ça paye pas sur l'instant T, parce que tu vas te dire, je pourrais être un peu filou, je pourrais passer outre l'agence, aller essayer de voir le vendeur en direct. Moi, je pense que tout se sait et qu'il y a un moment où d'être juste, ça paye à terme et les gens te voient comme une personne juste et donc ils ont envie de travailler avec toi. Et moi, je vois ça comme un cercle vertueux et je pense que c'est bien d'essayer de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. Garder sa morale. Voilà, ce serait ça mon conseil. C'est beau, ouais, c'est un bon conseil de la fin. C'est la théorie. J'abonde. Trop cool, merci beaucoup pour l'épisode en tout cas, merci beaucoup pour le partage, c'était trop cool. Merci pour l'invitation.